Je m'appelle Germain et je vais vous accompagner pendant cette superbe soirée. On va passer un bon moment, donc installez-vous confortablement, peu importe où vous êtes. L'idée, ça va être ce soir de se détendre et on a la chance d'avoir de super participants et panélistes. Moi, sans plus attendre, en fait, je voulais donner la parole à Anne, présidente du Rotary Paris Agora. Oui, bonsoir à toutes et tous. L'ensemble des membres du Rotary Paris Agora et moi-même sommes très heureux de vous accueillir ce soir, alors virtuellement, mais nous sommes très heureux pour cette conférence consacrée à l'action en faveur du Venezuela. Alors, juste un petit mot sur le Rotary. La santé des mères et des enfants, c'est l'une des grandes causes du Rotary international. Et notre club, depuis qu'il a été créé, environ 20 ans, a mené plusieurs actions sociales et solidaires au profit d'associations en France ou à l'étranger. Et c'est donc tout naturellement que nos regards et nos cœurs se sont portés sur ce pays, le Venezuela, alors que vous connaissez, que vous allez découvrir. En tout cas, merci à tous d'être là. Merci Anne, pour cette introduction. Merci au Rotary de soutenir ces actions. Je vais vous accompagner ce soir avec nos panélistes et en préparant en fait l'introduction, je me suis demandé ce matin finalement comment je peux introduire ce sujet, moi qui ne suis pas vénézuélien, et avec qui, enfin derrière moi, vont parler trois conférenciers, la responsable du reportage qui sont trois Vénézuéliens et une personne d'origine colombienne. Donc je me disais, tous experts en plus dans leur domaine, par quoi je peux commencer? Finalement, je me suis posé la question de me dire Venezuela, qu'est-ce que ça signifie Venezuela? D'où vient ce nom? En faisant des petites recherches, j'ai pu comprendre que le mot Venezuela vient d'un navigateur, Vespucci, très connu, qui en 1499, donc c'est un an après la découverte du Venezuela, repasse sur les côtes de ces côtés Caraïbes. Et il découvre un village qui aujourd'hui est une ville appelée Maracaibo, qui à l'époque était dans les marécages. Et il trouve des petites maisons sur pilotis. Il est ébloui en fait par la beauté de ce paysage et il décide de nommer en fait ce pays la Petite Venise et c'est devenu Venezuela. Donc, Venezuela signifie la Petite Venise. C'est un pays dont la beauté est à la hauteur de ce qu'était, de ce qu'est Venise et de ses habitants. Et malheureusement, c'est aussi un pays qui, ces dernières années, a connu et connaît une crise, une catastrophe très forte, que ce soit sur les plans humanitaires, économiques, politiques. Et donc, ça me tenait à cœur, moi en tout cas, depuis plusieurs mois, de monter ce projet humanitaire. Donc, je voudrais vous remercier à tous les participants, tous les donateurs. Merci pour votre générosité. Je vois que le nombre de participants n'arrête pas d'augmenter. C'est juste incroyable ce qu'on a pu réussir en quelques semaines dans ce monde virtuel dans lequel on est plongé. Donc un grand merci aux conférenciers, reporters qui participent tous ici. Et un merci aussi à Elisabeth de Venezuela Te Necesita, où avant de démarrer, je voulais également te donner la parole. Merci Germain. Tout d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe de Rotary Club Paris et aussi Rotary Club Médoc qui nous a donné la confiance de travailler ensemble, à toutes les panélistes, à toutes les personnes inscrites aujourd'hui, toutes les associations qui sont venues aujourd'hui nous soutenir, notre fédération qui a été créée en 2020. Venezuela Te Necesita, c'est une association humanitaire privée qui est née en 2017. Indice de la sensibilisation et le problème que vit le Venezuela actuellement. Nous sommes 30 adhérents aujourd'hui et 34 volontaires et nous avons trois objectifs principaux. L'envoi des médicaments, l'envoi des matériels médicaux, l'envoi des produits alimentaires et aussi défendre le droit humain, social et économique des citoyens vénézuéliens. En 3 ans, Venezuela Te Necesita a organisé 13 collectes de fournitures médicales et du lait infantile. On a fait 500 kilos de fournitures médicales, 500 kilos de nourriture et vêtements, 300 kilos de lait infantile. Nous sommes intervenus aussi à la conférence internationale de la AIS en 2017 et nous avons organisé aussi 2 conférences sur la crise humanitaire où aussi Monsieur Dr. Scott, elle était aussi invitée dans cette époque.
Nous travaillons aussi avec plusieurs associations au Venezuela qui nous ont fait confiance, comme Caritas Barina, Action Solidaire, Aid for Life, l'Organisation nationale des transplants de Venezuela, Hogar Bambi, Fundiaben et Rotary Club Barinas. Aujourd'hui, grâce à vous, nous avons récolté plus de 3 000 €. C'est énorme. Ce qui nous permettra d'acheter à peu près 552 boîtes de lait qui ira directement à Caritas Barina. Nous continuerons à travailler, nous continuerons la lutte qu'il nous fait et en espérant que, continuons à travailler ensemble et pouvoir faire des choses magnifiques pour le Venezuela. En tout cas, merci à vous, à toutes et à tous. Un grand merci, merci Elisabeth. Sans plus attendre, tout à l'heure je vous parlais de la découverte du Venezuela. On va donc faire un retour dans le passé pour évoquer l'histoire du Venezuela avec Pedro, qui va être notre expert sur cette partie. Et donc j'aimerais sans plus attendre accueillir Pedro. Pedro, c'est à vous. Bien, et merci beaucoup à l'organisation de cette conférence, au Rotary Club, à Elisabeth et aux autres collègues cinéastes et d'autres conférencières qui participent aujourd'hui. Alors, écoutez, on m'a proposé donc de vous parler un peu de l'histoire du Venezuela. Et avant de rentrer en matière, je voudrais commencer avec deux citations, deux épigraphes, avec lesquelles je commence un article que j'avais écrit il y a quelques années sur l'urgence au Venezuela. Le premier, c'est de Umberto Eco. Alors, tu devras être à moi, tu éprouveras les frissons de l'infinie toute-puissance divine qui rend vain l'ordre du monde. La deuxième citation, c'est d'un Vénézuélien, Leonardo Padrón, poète, écrivain, intellectuel et producteur de feuilletons aussi. C'est les gens d'Aquatance qui ont fait de ces côtés-là du monde. Parlons des crevasses excivées dans la pataugeoire des rêves et des affects où nous sommes nés. Parlons de nos enfants et de la casquette sur leur tête qu'est l'incertitude. Parlons de cette esquisse toujours plus indécise que l'avenir. Parlons de l'exil, cette ombre rude qui nous poursuit. Parlons de la flaque d'eau triste dans les cieux qui est devenu ce pays. Et bien oui, depuis au moins 2016, les médias relaient des images et des récits qui montrent l'ampleur de la tragédie humaine et sociale du Venezuela, comme une sorte de fatalité atemporelle et insoluble, et une crise à l'origine politique et locale se globalise et se perpétue. Alors, comment l'accoutumance au trouble, au désarroi et à l'impuissance ne cesse-t-elle pas de défier notre compréhension du monde contemporain? Parce qu'en effet, les vertiges des informations, aussi récurrents dans la plainte qu'impuissants dans les dénouements, finit par tout relativiser. Affres, injustices et tragédies se succèdent dans une litanie dont ne pas savoir quoi ni comment devient conclusion trop vite. D'où justement l'importance de revenir sur certaines situations et contextes qui ont marqué l'histoire du Venezuela. Et moi, j'ai voulu commencer par cette image que vous avez dans la diapositive des Indiens de la nation Caraïbe. Parce que le Venezuela était une terre qui était au bord des Caraïbes, dans laquelle il y avait des êtres qui, dans l'imaginaire européen, assumaient ces formes de beauté grecque. Et pourquoi? Parce que d'abord, les conquistadors regardaient les Indiens comme s'ils étaient des animaux fabuleux, avec des oreilles d'éléphant, des yeux dans la poitrine, comme si c'était des géants. Et puis, ils les ont intégrés au mythe, les fusionnant avec les beaux dieux grecs. En tout cas, c'est lithographie prise de l'ouvrage Description géographique de la Ouenne de Messier les Ducs de Choiseul à Paris. Et nous permet, en tout cas pour moi, c'est une manière de faire un tremplin vers une invitation à sortir du récit binaire qui a pendant longtemps marqué la conquête.
entre l'histoire de la découverte et l'histoire des colonisés, on a passé trop de temps à être assujetti par cette pensée binaire des dominants et des dominés. Je préfère revenir à cette question de la naissance d'un endroit où était fondé Caracas, d'abord, et à partir duquel ce qu'on appelait la province du Venezuela a pu, après, avec l'histoire du 19e siècle, avec les fondations des États-nations, a pu devenir le Venezuela. Et pour ce faire, je vous ai mis là les premiers plans qui avaient été faits de la ville de Caracas, avec la côte Caraïbe, la montagne de la Villa, qui est un patrimoine pour tous les Caraquéniens, voire les Vénézuéliens, y compris des Maracaibo. Et donc, c'est pour une raison simple, c'est demander qu'est-ce que c'est que fonder. Et dans le cas du Venezuela, cette question de la colonisation peut-être a mis justement devant nous l'origine d'une vie humaine, nationale, transnationale, aujourd'hui globalisée par l'exode de plus de 6 millions de Vénézuéliens, caractérisée par les transitoires, l'équivoque et l'exil. Et là, je vais me permettre de vous lire rapidement un auteur qui, comme peu du XXe siècle, a pu produire à travers ses œuvres des théâtres, des chroniques urbaines, des chroniques politiques, et la façon d'être, de problématiser le Venezuela. C'est José Ignacio Cabrujas. Dans un article absolument merveilleux sur Caracas, il nous dit cela. La ville qui m'a vu naître a été conçue il y a plus de 400 ans. Seulement, ce ne sont rien de moins que 3 exils qui l'ont conçue. Les indigènes qui habitaient la vallée furent soumis du jour au lendemain, non seulement au renoncement de l'espace, qui est l'un des malheurs de l'exil, mais encore à la conviction implacable que tout ce qu'ils avaient réalisé de leurs mains, tout ce qui provenait de leurs coutumes et de leur intelligence, était une erreur monumentale ou un mensonge immonde. De plus, excepté la terre promise du Nord, qui fut presque toujours en but sur les restes du continent depuis le Mexique jusqu'à la Patagonie, la seule éthique concevable fut celle de la résignation. Il n'y a pratiquement jamais eu, sauf pour quelques curés réjouis, un plaisir des voyages, ni une émotion des plages, mais seulement la sensation d'une atroce discipline, uniquement allégée par la possibilité de fortune. Lorsque le seigneur de Losada, celui qui a fondé Caracas, déclara que cette vallée s'appelait Santiago de León, outre l'immense arbitraire de sa déclaration, il ne voulut pas en dire trop. Il n'y eut pas dans son esprit la sensation de dire « je suis arrivé ». Au contraire, ce qu'il voulut dire, ce fut « vite, faisons vite, que je suis sur le point de partir ». Le troisième exil est celui des Noirs, provenant des côtes africaines, des intrus forcés. Quelle maison définitive pouvait construire un Noir en transit en Amérique si ce n'était qu'une maison pour autrui, faite à coups de bâton? Quelle fleur pouvait s'aimer celui dont le regard restait tourné vers la mer comme une garantie de son origine? Dans ces conditions, comment une ville d'exilés peut-elle être définitive? Donc, ces conditions permettant de retracer quelque part une généalogie du provisoire nous permet de comprendre cette rencontre quelque part malchanceuse de précarité dans un temps pas tout à fait choisi. Les malaises envers un territoire qui, malgré les bonheurs de sa nature, ne s'annonce pas encore comme un lieu de pouvoir. Eldorado n'était pas ici, n'était pas loin, mais ce n'était pas non plus l'heure Inca à Lima. Et puis, l'instauration précoce de l'arbitraire comme cadre d'action régulant les liens entre les humains. D'où cette petite épigraphe que j'ai mise aussi dans la fiche, qu'on peut lire ensemble. Ta maison, comment est-elle? Réponse, comme moi-même si je ne la regarde pas de dehors. De quoi est-elle faite? Elle est faite de passeports déchirés, de billets d'aller sans retour, de laisse-moi voir. Où est-elle? La vraie, elle s'est éclipsée. Celle qui ne l'est pas m'attend toujours. Et entre-temps, et au cas où, il y a eu la Grande Colombie, ce rêve de Bolivar, d'un ensemble de pays aujourd'hui composés par la Colombie, le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, le Venezuela,
quand on pense qu'on est aujourd'hui, à la fin de 2020, à la transposition de ces rêves de Bolivar à la réalité des cartels qui gouvernent bon nombre, en tout cas la moitié des pays, de ces pays, et à la constatation aujourd'hui de la disparition du Bolivar comme monnaie. Okay? Il y a sa remise en question comme symbole. Donc là, il y a des choses sur lesquelles on peut voir comment se préfigure cette histoire qui débarque dans un XXe siècle dans lequel Hugo Chavez fait le nécessaire pour donc incarner la figure mythique de Bolivar, les pères de la patrie, les dessinateurs de la nation. C'est lui qui incarne tous les mythes, tous les rêves, et que pour autant, justement, la seule façon à travers laquelle le XXe siècle semble avoir transmis ces rêves de la Grande Colombie, c'est dans cet ensemble des cartels, à la fois des trafics d'armes, des trafics de pouvoir, des trafics divers et variés qui composent aujourd'hui une forme de gouvernance dans laquelle, comme la caricature qu'il y a dans cette autre diapo qui est du grand dessinateur Zapata, dans lequel il nous dit les manques de médecine se compensent avec l'abondance des morts. Et alors, qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est là où, Germain, excuse-moi, combien de temps il me reste? 5 minutes. 5 minutes, ok, donc je vais vite. Alors là, del Caracazo de 1989, c'est-à-dire ce moment qui a marqué l'histoire de l'Amérique latine, c'était les premières grandes émeutes issues de la fameuse décennie perdue. Et saccages, pillages, exactions et disparitions se sont succédés pendant 2 semaines d'émeutes. Mais vous savez, cette Venezuela issue del Caracazo, de mon point de vue, montre à quel point le fait de transformer l'État dans une machine discriminatoire a été non seulement un triomphe sociopolitique, mais aussi une stratégie gouvernementale du Venezuela à travers le chavisme. D'où que, justement, la normalisation de l'urgence et de l'injustice, installer l'état de siège et les couvre-feux, pas de manière légale, mais tout simplement à travers la peur, qui signifie pouvoir sortir d'un bon nombre de rues à Caracas à partir du moment qu'il fait nuit, sans savoir si on va pouvoir rentrer en bonne santé, pose la question de l'urgence et de la façon dont, au Venezuela, l'urgence se généralise comme un mode de réalisation, okay? Son processus, ses responsables, ses victimes, ses morts, ses oubliés, une dégradation à tout niveau qui touche 95% de la population. Qu'est-ce que cela veut dire et où ça nous amène? Ça nous amène à penser comment l'urgence au Venezuela cesse d'être les motifs pour lesquels il y a une forme politique qui se met en place pour pouvoir faire face aux crises qui s'éternisent, et devient l'état même à travers lequel on conçoit que toute réalité est possible. Et dans le cas du chavisme, cela amène justement à penser. Vous savez, quand il y a eu les premières élections de Maduro, il y avait cet slogan « Chávez siempre, Maduro presidente »,« Chávez forever, Maduro président ». Et la façon dont on voyait cela en 2013 ne nous permettait pas, même si on avait des élans critiques, voir ce qui allait devenir le Venezuela avec la continuité chaviste qui incarnait Maduro, dans laquelle, justement, l'urgence devient le mode de tout faire et entre des institutions qui refusent alerte et critiques, ne reconnaissent plus les problèmes des autorités qui nécessitent des cadres convergents que lorsqu'elles sont menacées par des interventions militaires ou par la justice internationale. Alors, comment s'y prendre? De quelle manière les citoyens vénézuéliens contraints à osciller quotidiennement entre Kafka et Orwell font face à l'opacité, à l'abandon et à la détresse? Pourquoi? Parce que lorsque cette triade, l'opacité, l'abandon et la détresse nourrit la version officielle d'une réalité pendant plus de 20 ans, non seulement
l'impression de dégradation peut sembler infinie, mais tout effort cognitif ou communicationnel est parasité par les vérités alternatives et par les soupçons permanents. Alors, je voudrais terminer par là. Et en 2017, accompagné de l'anthropologue historienne Elisabeth Burgos et de la journaliste Saraí Suarez, on avait publié cet article dans Le Monde dans lequel on proposait les changements de repères, les changements de registres auxquels nous a amené notre vie en tant que Vénézuélien, nos connaissances, pour certains ayant été liés aux guerrilleros iconiques et pour d'autres tout simplement avoir mené des analyses sociaux et socio-spatiaux depuis longtemps, depuis au moins une vingtaine d'années sur le Venezuela. Le Venezuela est devenu un phénomène totalitaire qui déjà en 2017 était en train de s'installer. Quand on dit totalitaire en Europe, et à la fois parce que c'est l'Europe qui a vécu lors de la Deuxième Guerre mondiale les effets du totalitarisme d'une manière la plus crue et aiguë, et on doit penser aussi à ce que le totalitarisme produit en tant que mort de la spontanéité, en tant qu'impossibilité de pouvoir se projeter vers les autres si ce n'est qu'à partir d'un mensonge qui se répète et se reconstruit et se nourrit la queue. D'accord? Depuis ce moment-là, nous avons pas mal travaillé pour faire de sorte que des débats des politologues entre dictature, autoritarisme, totalitarisme finissent par plutôt faire parler les acteurs de cette souffrance devenue infinie et qui est celle des Vénézuéliens. Cette souffrance qui fait que justement, entre interdépendance cubaine, endettement chinois, allégeance russe, échange de bons procédés avec les autocraties du Moyen-Orient, et aujourd'hui, la géopolitique bolivarienne et l'état zombie qui a produit nous amènent à pointer le fait qu'aujourd'hui, Venezuela, comme depuis 20 ans, incarne une sorte de miroir à l'avenir de ce qui est en train d'arriver dans plusieurs endroits dans le monde, dans lesquels la pop politique et l'autoritarisme reliés aux nouvelles techniques de communication sont en train de s'emparer des portions importantes non seulement de notre civilisation. Et dans ce sens-là, nous poussons à ce que se déciviliser peut vouloir dire, mais aussi à nous amener à nous questionner autrement sur la façon dont les échanges entre les Nord et les Sud arrivent toujours à se poser aujourd'hui. Je m'arrête là parce que je pense avoir dépassé, excusez-moi, le temps d'exposition, mais voilà quelques idées sur des questions historiques et des enjeux de réflexion que revenir sur l'histoire du Venezuela m'ont semblé, en tout cas m'a semblé pertinent de les partager avec vous ici, aujourd'hui. Merci Pedro. On pourrait passer beaucoup plus de temps à vous écouter. Merci pour cette présentation très poétique aussi. Et Pedro, vous avez parlé plusieurs fois de souffrance, de phénomènes totalitaires. Et effectivement, la population souffre et on le retrouve dans les chiffres socio-sanitaires. L'apparition de maladies qui avaient tout simplement disparu, qui avaient été éradiquées même au tout début des années 60 dans le Venezuela. J'aimerais donc accueillir le docteur Daniel Scott qui va nous présenter en fait cet aspect sanitaire et social et la crise en cours au Venezuela. Merci beaucoup. Bonsoir. Je remercie les organisateurs et en particulier le Rotary Club Paris Agora et à Venezuela Te Necesita pour l'invitation. Bien, je vais vous parler, je vais vous donner des données sur la situation sanitaire au Venezuela. Avant de commencer, j'aimerais bien faire quelques remarques.
La première, ça concerne la transmission des données des maladies par le gouvernement vénézuélien à l'Organisation mondiale de la santé. Les dernières données datent de 2017. Vous savez que les chiffres officiels que je vais vous montrer ont 3 ans de retard. Et après, toutes les données que je vais vous montrer aussi sont des données qui proviennent des chiffres officiels ou des articles scientifiques publiés. C'est des données vérifiées et vérifiables et rien ne vient des réseaux sociaux. Et la première diapositive concerne la mortalité infantile au Venezuela. Comme vous savez, la mortalité infantile dans les pays est liée à la situation socio-économique et sanitaire du pays. Des côtés gauche, vous savez l'évolution depuis 1985 jusqu'à 2016, parce que c'est jusqu'à là que nous avons des données officielles. Et on voit bien que la mortalité infantile au Venezuela descendait jusqu'à 2000. Après, il y a eu un plateau et depuis 2007-2008, il y a une augmentation progressive et constante de la mortalité infantile. Et à côté droite, en rouge, vous savez les décès des enfants. Et en bleu, vous savez les décès des mamans, les décès maternels. Et comme vous voyez, il y a une belle corrélation. C'est des courbes qui sont en augmentation depuis 2014 jusqu'à 2016. Et malheureusement, nous n'avons pas un marqueur qui serait plus précis, que c'est ce qu'on appelle la mortalité périnatale, autant des mères que des enfants. Et ceci montre qu'il y a une dégradation de la tension mère-enfant au Venezuela. Après, je vais vous parler des 3 maladies. La première maladie, c'est la tuberculose. Pourquoi la tuberculose? Parce que la tuberculose est liée aussi à la situation socio-économique du pays, est liée à la pauvreté de la population. Comme vous savez, la tuberculose, c'est un phénomène qui est apparu plus récemment dans nos pays du Nord à cause de l'épidémie du sida. Mais dans les pays du Sud, c'est une maladie endémique et est liée vraiment à la pauvreté. C'est pour ça qu'énormément de pays ne déclarent pas les cas de tuberculose, et c'est aussi le cas du Venezuela, parce que ça donne un reflet de la pauvreté du pays. Dans les tableaux que vous voyez à gauche, il y a au cours des années le nombre de cas déclarés par le gouvernement vénézuélien à l'OMS. Et vous voyez qu'il y a, vous pouvez voir bien qu'il y a une augmentation des cas jusqu'à les dernières données qui sont de 2015. Et ce sont des cas diagnostiqués, c'est-à-dire qu'on peut estimer par des modèles mathématiques des cas non diagnostiqués, c'est l'estimation des cas vrais au cours de ces années. Et comme vous voyez, par exemple, en 2015, vous avez 7000 cas diagnostiqués, mais en réalité, il doit y avoir aux alentours de 13 000 à 15 000 cas. En parallèle à ça, et à côté droite, vous avez l'apparition des maladies qui peuvent être prévenues par la vaccination de la population. Et dans ces cas-là, on voit bien qu'il y a une augmentation de la rougeole, de la diphtérie, de la coqueluche et des oreillons. Ceci dit que la situation de prévention sanitaire au Venezuela est en train de se dégrader depuis 2016, par exemple. Et ça continue actuellement. Malheureusement, comme je vous ai expliqué, on n'a pas de données après 2017. L'autre maladie, comme avait dit Germain dans l'introduction, c'est la malaria, ou le paludisme. La malaria était une maladie endémique au Venezuela et au cours des années 40 jusqu'à les années 70, c'était une maladie qui était bien contrôlée par l'élimination des vecteurs. Malheureusement, à cause d'une résistance des vecteurs aux produits utilisés pour tuer
les moustiques, on n'a pas pu éradiquer complètement la maladie au Venezuela. Ça fait que la malaria restait, mais restait dans les forêts, dans la forêt amazonienne, dans la forêt tout près de la Colombie, dans la forêt précisément à Maracaibo. Et c'était vraiment des 3 points qui restaient encore parce que l'homme n'allait pas dans la forêt. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas éliminer tous les moustiques. Mais depuis 2014, on a observé une augmentation des cas de paludisme au Venezuela, et ce sont des cas de paludisme dans les villes. Ce n'est pas les cas, comme je vous ai expliqué avant, dans la forêt, c'est l'apparition des moustiques infectés dans les villes. Et la dernière donnée que nous avons de 2017, il y a eu presque 1 demi-million de cas diagnostiqués de malaria au Venezuela. Et à côté droite, vous avez l'exemple à côté droite et en bas, vous avez le Venezuela en rouge, l'histogramme, qui montre l'augmentation des cas au cours des différentes années, que par contre des autres pays dans lesquels la malaria existe encore dans la forêt, vous voyez qu'il y a plutôt une amélioration et une diminution des cas de malaria dans ces pays-là. Si on compare ces résultats, on montre bien que la malaria est en train d'échapper au contrôle par les services sanitaires du Venezuela. Et plus important encore, c'est une malaria qui, comme je vous ai dit auparavant, c'est une maladie qui est apparue dans les villes. C'est-à-dire que ça n'existait pas depuis 1940. La dernière maladie que j'ai prise, c'est la COVID-19 d'actualité. Ce sont des données officielles, mais j'aimerais bien que vous fassiez attention aux chiffres montrés par le gouvernement vénézuélien. Déjà, on voit bien qu'il y a une vague dans le cadre en bas à gauche. Il y a une vague qui est apparue depuis l'été, avec une augmentation des cas qui continue à augmenter jusqu'au mois de novembre 2020. Et les cas diagnostiqués, on peut se poser la question si les moyens diagnostiques sont aviables pour tous les gens, pour toute la population, sont alentour de 100 000 cas au Venezuela, en sachant qu'en Colombie, il y a presque 2 millions de cas diagnostiqués de COVID-19. Les cas guéris sont 92 000, 93 000. Ça fait qu'il n'y a que 5% des gens qui restent malades. Si vous regardez les chiffres en France, quand on a 1 million de cas positifs, on reste encore 20 à 30% des gens qui sont toujours malades. Et dans le cas du Venezuela, c'est impossible qu'il existe aussi peu de cas encore malades. On le sait, c'est des gens qui sont hospitalisés à long terme et qui ne vont pas sortir guéris de l'hôpital aussi rapidement. Et l'autre chiffre important, c'est les décès. Les décès, on voit bien que les décès, il n'y a rien. Quand je discute avec mes collègues, et là par contre c'est des chiffres non vérifiables, quand je discute avec mes collègues au Venezuela, ils disent qu'il y a un sous-registre des cas de décès et il y a un sous-registre des cas positifs de la COVID-19 au Venezuela. Et c'est pour ça qu'ils me disent qu'ils sont actuellement environ 200 personnels de santé qui sont décédés à cause de la COVID-19 et que c'est impossible qu'il y ait aussi peu de cas décédés dans la population générale. Et bien, j'espère que je vous ai montré la situation du Venezuela en prenant l'exemple de la mortalité infantile et ces 3 maladies et qui sont réellement liées, et j'insiste, à une situation socio-économique du pays. Merci beaucoup.
Merci Daniel, merci pour ces analyses. Je crois qu'on le voit encore une fois ici, un gouvernement qui ne partage pas des chiffres et quand ils sont partagés, ils apparaissent tout simplement aberrants. Le retour de maladies auparavant éradiquées et comme vous le disiez, des chiffres de la santé qui montrent un appauvrissement du pays. Pour justement mieux comprendre en fait ce qui se passe, j'aimerais qu'on puisse prendre un angle économique et je vais donc donner la parole à Paola. Bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous et moi je tenais à mettre la lumière sur Germain qui a coordonné tout ça au bénéfice de Venezuela Te Necesita. Je suis l'exception ce soir. Je ne suis pas vénézuélienne mais une voisine de juste à côté. Je suis franco-colombienne. Je suis économiste et négociatrice internationale et l'objectif ce soir, c'est de prendre un peu de recul pour comprendre d'un point de vue plus macroéconomique et également géopolitique ce qui se passe dans ce pays. Sur cette première slide, j'ai tenu, alors c'était très difficile de faire un choix, mais il a fallu choisir. J'ai tenu à vous montrer, alors elle est très chargée, mais on va simplement se concentrer sur les courbes et sur la partie de tout en bas qui montre également l'évolution du PIB, de la production de pétrole, et tout en bas, vous avez les présidents sous lesquels, comment a évolué la production de pétrole et de PIB en fonction des différents présidents. Depuis 1980, nous, on va s'intéresser à la situation économique du Venezuela à partir des années 2000. Alors, avant de commencer, on a besoin de faire un point conjoncturel et comprendre qu'en fait, jusqu'aux années 2014, et en fait, on retrouve ici la même problématique qu'à Daniel en termes de chiffres. Nous, en économie, on a des chiffres que jusqu'en 2014, date à partir de laquelle la Banque centrale et le gouvernement vénézuélien ont refusé de publier des chiffres officiels. Donc, il y a des chiffres concernant le pétrole, les exportations, l'inflation, et c'est tout ce que nous avons. Tout ce que vous trouverez autour de vous concernant le Venezuela, ce sont principalement des estimations faites par les institutions internationales telles que le FMI ou la Banque mondiale. En 2014, le Venezuela était la troisième économie de la région après le Brésil et le Mexique, avec un PIB autour de 480 milliards de dollars, principalement issus de ces exportations de pétrole. Alors, pour comprendre la structure de l'économie, on va d'abord comprendre qu'en fait, c'est la 7e année consécutive de recul du PIB qu'enregistre le pays. Et ce recul du PIB pour 2020 est estimé à moins 35%. Donc la crise vénézuélienne n'est pas du tout exagérée, n'est pas du tout sous-estimée. Et les chiffres que je vais vous donner au fur et à mesure vont illustrer ce propos. Cette crise, elle s'explique en fait par la structure économique du pays qui concerne et qui est principalement basée sur l'exportation du pétrole. Alors, pour comprendre pourquoi le pétrole a un poids si important, il faut savoir qu'en fait, le Venezuela a les plus grandes réserves vérifiées de pétrole au monde devant l'Arabie saoudite. Et donc derrière se pose forcément, comme pour d'autres pays d'Amérique latine, mais avec d'autres produits, la problématique de devenir dépendant à l'exportation d'un seul type de produit. C'est ce qu'on appelle la maladie hollandaise, c'est-à-dire qu'on est dépendant de l'exportation d'un type de produit dont les cours sont fixés par les marchés internationaux. Et donc, on a une absence totale de contrôle sur ce qui se passe. Ces exportations de pétrole, elles représentaient 70% des exportations totales au début des années 2000. Elles représentent ces dernières années 93% des exportations totales. Dans ces exportations de pétrole, en fait, du coup, vous comprenez bien dans cette logique de maladie hollandaise que l'économie vénézuélienne est extrêmement liée à l'évolution du prix du pétrole. Alors, sur ces évolutions, en fait, cette courbe va vous permettre de comprendre ce qui se passe, les crises politiques qu'a connues le Venezuela. Pourquoi on prend à partir des années 2000? C'est à partir des années 2000 qu'on a Hugo Chávez qui accède au pouvoir. Donc, toute la partie et la logique révolution bolivarienne qu'il a voulu mettre en place et de lutte contre la pauvreté, c'est principalement fait sur la période de la courbe 2000-2009, où vous voyez une très forte augmentation des prix du pétrole. Pendant cette période-là,
il a eu une politique qui était double, mais qui était permise par cette augmentation des prix du pétrole. Il avait une politique de distribution, certes, par les populations les plus pauvres, et effectivement, il y a eu une évolution et une forte baisse du taux de pauvreté, notamment des personnes vivant sous le seuil de pauvreté, mais il y a également une distribution par le haut. Et c'est tout cet effet de corruption et de toutes les personnes qu'il a placées dans les différentes instances de pouvoir, au niveau aussi bien des incitations que l'une des institutions la plus importante du pays, qui s'appelle PDVSA, qui est l'entreprise nationale qui exploite le pétrole. Pendant cette période, la forte augmentation des prix du pétrole lui a permis donc de pouvoir à la fois servir ses intérêts personnels autour de son cercle privé, mais également lutter contre la pauvreté. À partir de 2008, on a une situation qui est un peu plus complexe du fait de la crise des subprimes que connaît le monde entier. On a un léger recul des prix du pétrole, mais qui finalement repartent à la hausse jusqu'en 2014. Là, on a besoin en fait de comprendre également le contexte qui se passe à l'intérieur du pays. En 2013, on a des élections présidentielles. Hugo Chávez est réélu à nouveau, sauf qu'il décède cette même année d'un cancer. Nicolás Maduro est considéré comme son successeur. Et en fait, à partir de cette date-là, il reprend le pouvoir, mais il n'a pas ni la carrure, ni la légitimité, et encore moins le charisme de son prédécesseur. En 2014, il y a un élément extérieur, un choc extérieur au pays qui impacte pourtant directement la politique, qui est celle de la forte baisse des prix du cours du pétrole. C'est la partie de la courbe totalement descendante entre 2014 et 2015 que vous voyez. À ce moment-là, on a un choc, donc au niveau du marché pétrolier international, on a un choc d'offres qui vient de la production de pétrole de schiste qui est beaucoup plus importante de la part des États-Unis et qui vient impacter directement la production globale de pétrole qui pousse donc les prix vers le bas et la demande ne suit pas en face pour pouvoir absorber toute cette quantité de pétrole. Les prix sont donc tirés à la baisse. L'équilibre extrêmement fragile qui avait été mis en place par les différents mandats de Chávez ne peuvent donc plus du tout tenir en place à partir de 2014. Et l'État, les finances de l'État sont totalement fragilisées. À partir de cette date, à partir de 2014 et jusqu'à aujourd'hui, tous les gains qui avaient été faits sur les différents indicateurs de développement, notamment le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, sont totalement effacés. Pour arriver à des situations totalement aberrantes où aujourd'hui, on a on a un nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté qui représente 90% de la population. Et ce ne sont pas des chiffres exagérés. Les autres indicateurs à partir duquels on voit la situation qui est du pays, c'est notamment l'inflation. Dans l'inflation, donc on a une inflation. Donc, par l'histoire, on sait bien que l'Amérique latine et l'inflation n'ont jamais été de très bons copains, notamment à partir des années 90 et la crise qui a touché toute la région. Mais là, à partir de l'année 2016, on est dans des situations hyper inflationnistes. Donc, on connaît également l'hyperinflation en Amérique latine. C'est également le cas de l'Argentine qui a une inflation à 2 chiffres et des taux directeurs extrêmement élevés. Sauf qu'ici, on est dans un cas exceptionnel d'hyperinflation comparable à celui du Zimbabwe. Donc, dans des économies extrêmement détériorées, extrêmement dégradées par la situation économique. Comment s'explique ce phénomène d'hyperinflation? On a 2 mécanismes qui sont à l'œuvre. Un mécanisme en interne, qui est celui de la monétisation de la dette de l'État, c'est-à-dire que la Banque centrale n'est pas indépendante et qu'elle monétise et qu'elle crée de la monnaie pour financer l'État. Et puis de l'autre côté, il y a cet aspect de baisse des recettes pétrolières. La baisse de recettes pétrolières réduit également l'entrée de devises étrangères. Par un effet relatif, le bolivar de l'époque, en tout cas, se dépréciait très fortement, créant ainsi un phénomène d'inflation importée extrêmement fort, alors que la situation était déjà extrêmement fragile en interne. Finalement, je vous dis qu'on a peu d'éléments pour pouvoir parler d'économie, et pourtant, j'arrive quand même à vous parler de la situation jusqu'en 2016. À partir de 2016, les données sont beaucoup plus rares et beaucoup plus complexes à obtenir. Donc là, on va basculer et on va essayer en fait d'observer beaucoup plus ce qui se passe sur le plan politique, aussi bien en interne et en politique extérieure, pour comprendre comment en fait le pays arrive à survivre. Alors, il y a des élections présidentielles en 2018. Des élections présidentielles
ou des fraudes avérées. N'y voyez aucun parallèle avec la situation actuelle des États-Unis. Des fraudes avérées sont constatées. Les résultats donc, qui donnent effectivement Nicolás Maduro gagnant à un taux de pourcentage extrêmement élevé sont rejetés par l'opposition. À ce moment-là, dans les élections parlementaires précédentes de quelques années auparavant, l'opposition avait obtenu la majorité à l'Assemblée nationale. Cette situation a donc conduit en fait à une contestation de la légitimité de l'élection de Nicolás Maduro. À partir de 2019, les élections ont eu lieu en 2018. À partir de 2019, Juan Guaidó est nommé à la tête de l'Assemblée nationale. À ce moment-là, il décide d'activer le code 233 de la Constitution vénézuélienne pour révoquer le mandat de Nicolás Maduro et demander l'organisation de nouvelles élections. Ce qui est effectivement et totalement opposé à la volonté de Nicolás Maduro. Sauf que c'est à ce moment-là, en fait, à partir de 2019, qu'une problématique nationale prend une envergure internationale. Pourquoi? Parce que c'est là que d'autres puissances internationales décident de se positionner. Et donc, on a les États-Unis et la plupart des pays de la région qui soutiennent la présidence par intérim de Juan Guaidó. À l'inverse, on a d'autres puissances internationales comme la Russie, la Chine et des pays du Moyen-Orient qui soutiennent le fait que Nicolás Maduro soit encore au pouvoir. Et puis, il y a d'autres pays qui demandent, quant à eux, l'organisation de nouvelles élections, certains pays de l'Union européenne, mais l'Union européenne ayant reconnu l'élection, en tout cas la présidence par intérim de Juan Guaidó. Et en fait, toute cette situation, toute cette escalade, toute cette dégradation économique et cette escalade politique arrive à un point culminant où, en 2019, également au mois de janvier, juste après l'annonce de Juan Guaidó pour prendre la présidence par intérim du pays, les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, décident de mettre en place des sanctions contre PDVSA, qui est donc l'entreprise pétrolière qui se charge de l'exploitation du pétrole. En quoi consistent exactement ces sanctions? À geler sur des comptes extérieurs tous les paiements qui devraient être faits depuis les États-Unis vers PDVSA. Alors là, on a besoin de comprendre mais en quoi ça peut impacter directement le Venezuela. Par deux canaux. Il y a un point structurel à comprendre, c'est que le Venezuela exporte un type de pétrole très particulier, un pétrole lourd, dont le pays ne dispose pas les raffineries nécessaires pour pouvoir raffiner ce pétrole et le traiter. Le pays a donc besoin d'exporter le pétrole pour qu'il soit traité et pouvoir le réimporter ensuite. C'est un premier aspect. Et deuxième aspect, c'est que le pays et les exportations du Venezuela, les exportations de pétrole du Venezuela vers les États-Unis représentent 40% des exportations totales de pétrole. Donc, du jour au lendemain, l'État s'est retrouvé privé de 40% de ses revenus extérieurs sur cette part-là. L'objectif de Donald Trump était de faire plier Nicolás Maduro et il avait suspendu ces sanctions au fait que Nicolás Maduro reconnaisse la présidence par intérim de Juan Guaidó. Ça n'a pas été le cas. Les sanctions ont été maintenues. Quel est l'état du pays? Quel est l'état de l'économie? Alors, pour vous donner une idée, j'ai pris un dernier indicateur, celui des CDS. Que sont les CDS? Les CDS sont des Credit Default Swaps. Ce sont des formes de police d'assurance que l'on prend pour se prémunir sur les marchés financiers de la faillite d'un pays. On vous a pris 3 cas qui peuvent illustrer la situation dans laquelle se trouve le Venezuela, en comparant au niveau atteint avec le défaut de l'Argentine en 2001, avec la crise de la dette publique grecque en 2012, et pour que vous puissiez voir jusqu'où arrivent les CDS vénézuéliens sur une période récente. Alors, il faut savoir, en fait, que le Venezuela est en état de défaut depuis 2017. C'est un état qui a été reconnu comme défaut partiel par la plupart des agences de notation, du fait que les intérêts ont arrêté d'être payés sur une partie des créances, pas la totalité. Cette situation devient d'autant plus critique du fait des sanctions qui ont été portées sur PDVSA et qui était aussi une structure qui permettait de financer indirectement par un autre biais l'État vénézuélien.
d'un point de vue beaucoup plus géopolitique, on est du coup porté à chercher à comprendre comment tient l'État vénézuélien aujourd'hui. Comment fonctionne encore cet État? L'État vénézuélien, pour certains analystes, aurait un terme, alors qui n'est pas approprié parce qu'on n'a pas une confrontation directe, en tout cas avec des armes, mais qui mériterait le terme de proxy war qu'on a en anglais, qui serait une guerre de procuration, c'est-à-dire un endroit où un terrain de jeu pour les grandes puissances internationales, au même titre que la Libye, la Syrie ou le Yémen. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui un pays en Amérique latine avec des ressources dont les réserves sont non négligeables, qui dérange les États-Unis, donc qui essaie de faire pression par le biais de sanctions, mais ces sanctions sont contournées par le Venezuela, par le biais de soutien financier de la part de la Russie, qui accepte très facilement de renégocier et de rééchelonner les créances détenues par le Venezuela, par des swaps mis en place avec la Chine, des lignes de prêt de crédit contre des barils de pétrole, mais également par un allié de circonstance qui est l'Iran. Pourquoi? Parce que ce sont des pays qui sont dans des situations géopolitiques semblables, des pays producteurs de pétrole avec des ressources, avec des réserves extrêmement importantes et dont la capacité de production et notamment d'investissement sont limitées par l'influence des États-Unis. Et donc en fait, cet équilibre, ce jeu de pouvoir international par lequel le Venezuela prend place au niveau de la région de l'Amérique latine, donne toutes les conséquences que nous avons pu voir aujourd'hui, aussi bien avec Pedro qu'avec Daniel. Et pour boucler la boucle, c'est pour cette raison que nous sommes tous réunis ce soir, pour justement nous accorder beaucoup plus d'importance aux populations qui sont impactées qu'aux simples commentaires internationaux et macroéconomiques de chiffres qui, eux, ont peu de sens et qui ne touchent pas le quotidien des gens sur place. Merci, Paola. Une vraie leçon d'économie. Les chiffres sont assez fous. 90% de la population sous la pauvreté, une inflation à plus de 900 000%, c'est juste du jamais vu et aberrant. On a reçu quelques questions. Moi, j'aimerais tous vous remercier, Pedro, Daniel et Paola. On avait prévu de prendre 5 minutes pour répondre aux questions. On en a reçu quelques-unes. La première qui a été reçue dès cet après-midi en fait par email. Je vais vous la lire. Les États-Unis ont décrété un embargo à l'encontre du Venezuela car le président élu ne correspond pas à leurs attentes. Si cet embargo n'avait pas été concrétisé, le pays aurait-il connu cette crise économique? Alors, les sanctions, et alors il y a quand même une distinction qui est faite entre un embargo à proprement parler qui, lui, vient interdire toute entrée ou toute sortie. Là, ce sont des sanctions financières, donc on fait quand même la distinction. Et en fait, les sanctions sont simplement venues accélérer un phénomène qui était déjà présent. Si vous gardez en tête une courbe de l'évolution de la production pétrolière du Venezuela, elle était déjà fortement décroissante et du fait du manque d'investissement, du fait de la difficulté de la gestion, parce que ce sont des personnes dont la compétence est assez limitée qui sont à la tête de ces instances extrêmement stratégiques. Donc, elles sont venues accélérer un phénomène qui était déjà présent. D'accord, ok. Merci. J'ai deux autres questions qui se ressemblent un petit peu finalement. On nous demande quelles projections on fait pour les élections parlementaires prochaines. Et finalement aussi, quelle est la sortie, en fait, quelle porte de sortie possible pour Maduro, pour sortir de cette crise politique? Écoutez, déjà les élections, comme de la même façon qu'il a très bien signalé Paola tout à l'heure par rapport aux questions d'embargo, etc., on peut rien comprendre des élections actuelles si on ne tient pas compte du contexte. Ok? Donc, ça fait 20 ans qu'au Venezuela, il y a lieu des élections avec des éléments que seulement parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a eu un personnage comme Trump, dont la caricature avant qu'il arrive au pouvoir, c'était en train de lire « Les populismes pour les nuls » signé par Chavez. D'accord?
Et seulement aujourd'hui, parce que ça est arrivé aux États-Unis, et donc la question des votes qui n'est pas seulement déposée sur là où on fait les votes, mais il y a les manières, les externalités qui vont affecter les votes. Dans les cas des États-Unis, c'était les votes par courrier. Dans les cas du Venezuela, c'était les votes électroniques. Si on enlève toute une série des éléments de contexte, à la fois institutionnel, historique, de ce qu'une élection veut dire, une élection, c'est pas seulement voter, c'est voter avec plein de garanties que le vote est secret, avec plein de garanties qu'il ne va pas y avoir de rétaliation contre la personne. Aucune de ces conditions est présente au Venezuela, pas aujourd'hui, pas de 2018, mais depuis au moins 10 ou 15 ans. La compagnie Smartmatic, qui avait été désignée par droit sans marché, moyennant les choses, comme 98% des affaires dans lesquelles rentre ce qu'on appelle l'État vénézuélien, et qui insiste à appeler à cela, le Venezuela, ça n'a pas un État aujourd'hui, c'est un archipel dans lequel il y a divers cartels qui se partagent les pouvoirs à partir du fait de peser avec la force sur les autres. Et c'est à partir d'une réflexion comme celle-là qu'on peut commencer à comprendre que ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela, c'est un miroir de l'avenir de ce qu'un terme politique est en train d'arriver avec ces divers totalitarismes par compte-gouttes qui sont en train de se mettre en place. Penser aux élections au Venezuela, c'est oublier ce qui se passe au Cuba depuis 60 ans. Penser aux élections au Venezuela aujourd'hui ou encore demain ou dans 2-3 ans, c'est oublier ce qu'un pays comme le Nicaragua aussi a vécu. Donc, je crois que par rapport à celle-là, à ces questions-là, il faut commencer à être sérieux et à ne plus analyser les situations et déconnecter du contexte historique. Merci Pedro, c'est très clair et finalement peu d'espoir, en tout cas à court terme quand on écoute votre analyse. Germain, Oui. si je peux me permettre une toute petite précision qui me semble importante. En tant qu'économiste, je vois une question qui était: quelle sortie de crise raisonnable peut-on envisager? Il y a une sortie de crise qui peut être politique, mais ça, je laisserai Pedro le soin de répondre. Mais sachez que, quelle que soit l'issue qu'on trouve, même si pour les élections, même si pour les sanctions américaines, peu importe, on arrive demain à sortir Maduro du pouvoir, il y a un temps de reconstruction de l'économie. Le PIB du pays représente aujourd'hui son niveau de 2013. Alors peut-être ça ne vous dit pas grand-chose, mais de façon générale, dans la plupart des pays, mis à part le contexte actuel où on a des crises très fortes, les PIB progressent. Donc quand on se retrouve à des niveaux qui représentent 7 ans en arrière, c'est que les besoins d'investissement et de reconstruction sont extrêmement importants en infrastructure. Et donc combien même demain il y aurait une issue politique favorable qui se trouve, ce n'est pas tant l'issue favorable, mais la continuité et la stabilité démocratique qui importent, parce qu'on est sur un temps de reconstruction presque d'après-guerre, de 10 à 15 ans, pour pouvoir avoir une économie viable qui puisse représenter le Venezuela des années 60, un des pays, parmi les pays les plus riches du monde. D'accord, oui. Une dernière question ici. Pensez-vous que le changement d'administration aux États-Unis puisse faire bouger les lignes? Alors, pour moi, il y avait deux game changers dans cette situation. Il y avait le premier qui était la situation des États-Unis, qui peut l'être, mais qui ne l'est pas a priori. Le consensus va plutôt au statu quo de la situation actuelle, contrairement par exemple à la relation avec l'Iran, où là les États-Unis sont prêts à renégocier, mais parce qu'on a des accords de paix, une situation au Moyen-Orient, enfin plusieurs choses qui se cumulent. Et un deuxième aspect, pour moi, ce sont les élections donc, qui étaient mentionnées du 6 décembre, mais qui pour moi sont un game changer, mais de façon négative. C'est-à-dire que l'opposition a déjà dit qu'ils allaient boycotter, qu'ils n'allaient pas être présents. Les résultats, on le sait d'avance qu'ils vont être biaisés. Et donc, ça peut, même si ça semble difficile à comprendre ou à croire, détériorer l'État ou en tout cas l'économie du pays.
Maintenant, Pedro, il y a peut-être d'autres anticipations et je suis peut-être trop négative, trop pessimiste. Non, 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 je ne crois pas. Et en plus, ton concept de tout à l'heure que j'ai appris, les proxy wars, je ne les connaissais pas. Donc, vraiment, je te les remercie. Écoutez, penser qu'avec l'administration Biden, vont bouger les lignes, c'est ignorer les poids du castrisme dans la politique internationale et américaine, en particulier lorsque les démocrates sont au gouvernement. C'est quand même oublier l'énorme importance qu'a pu avoir Mogherini, l'ancien secrétaire extérieur de l'Union européenne, pour légitimer ce que je la cite elle-même, une forme étrange de démocratie en Amérique latine pour parler du Cuba. Donc, non, les lignes ne vont pas bouger. C'est certainement démocrates et républicains vont toujours s'accorder pour défendre les intérêts américains, d'accord? Mais il y a des intérêts américains qui sont complètement liés au trafic d'armes, qui sont complètement liés au fait de répandre une ligne de contestation universelle dans laquelle le poids du castrisme est absolument, absolument fondamental. Et comme tu l'as signalé tout à l'heure, Venezuela devient un pays de proxy war, est devenu un pays dans lequel tout simplement c'est devenu des laboratoires dans lesquels toutes les formes d'illicites qu'on peut imaginer aujourd'hui, et dont, pour vous donner une idée, il faudrait plutôt voir des séries de Netflix pour comprendre à quel point la question du pouvoir est en train de se jouer dans l'illicite aujourd'hui, pour comprendre à quel point, non, je ne crois pas que ça change les lignes. Ça va changer les lignes seulement en termes de négociations pour faire que les acteurs déjà présents puissent continuer à être présents. Et dans le cas de Cuba, aujourd'hui, on ne peut rien discuter sur le Venezuela si ce n'est pas déjà parlé avec les hauts pouvoirs cubains castristes. Donc, voilà ma réponse. Merci Pedro. Bon, encore une dernière question, on en a eu beaucoup, mais je pense qu'elle ceci fait le lien avec le reportage sur la vie de tous les jours des Vénézuéliens. Et peut-être pour Paola, pouvez-vous nous expliquer la dollarisation de l'économie vénézuélienne aujourd'hui? Alors, ce qui se passe derrière, et c'est pas que l'économie vénézuélienne, c'est quand même l'une des puissances des États-Unis de l'après-guerre, c'est d'avoir dollarisé l'économie mondiale. Donc, ça ne répond pas que au Venezuela. Il faut simplement comprendre qu'en fait, dans des pays émergents ayant connu des crises fortes par le passé, ce qui a été le cas pour la plupart des pays d'Amérique latine, on s'est habitué, du coup, comme gage de confiance, et donc notamment pour rassurer les créanciers face à des risques d'hyperinflation, vous voyez le cas aujourd'hui, eh ben, on fait des transactions le plus souvent en dollars. Et le fait d'avoir une matière première aussi demandée et aussi internationale a encore plus accentué le phénomène. Mais c'est quelque chose de tout à fait normal pour une économie émergente, exportatrice de matières premières. C'est très clair. Merci. Merci à tous les trois pour votre temps, pour vos explications. C'était très clair. On a tous, je crois, apprécié votre point de vue, en dehors, bien sûr, de revoir toute cette histoire, cette situation sanitaire et la situation économique. Il y a eu beaucoup de chiffres de partager. Et justement, j'aimerais maintenant qu'on puisse peut-être se dire, en dehors de ces chiffres et de ces images, à quoi ressemble la vie au Venezuela. Et je vais donc laisser Patricia présenter un reportage qui a été réalisé il y a un an sur la vie quotidienne au Venezuela, quand on a pu voir le contexte avec ces chiffres dans lequel vit la population. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous présenter les documentaires sortis de ce cours que nous avons réalisé avec Aurélien Vallotton. Comme disait Germain, c'est un documentaire qui a été réalisé en avril 2019 à partir d'un terrain réalisé en 2018 au Venezuela. Et l'idée ce soir, c'est justement de pouvoir illustrer ce que le panéliste vient d'expliquer
et voir qu'est-ce que ça représente concrètement dans la vie des personnes qui vivent cette crise. Comment ça se matérialise dans la vie de ces gens. Bueno, esa perrita es muy peculiar. Yo la conozco desde que comencé mi posgrado, inclusive en la actualidad que estoy elaborando ya como especialista. Y ella tiene algo muy característico, que cuando hay un paciente en malas condiciones que está pronto a fallecer, ella se acerca generalmente a la puerta y ella se queda allí. Ella siente esperar que el paciente fallezca. Yo soy muy escéptico en eso, pero es algo que es una constante, y de que vuelan, ¿no? Rosita, ¿quién se murió de enfermera? ¿Quién? ¿Se murió de enfermera? Aquí no, esa es la paciente de nosotros. Ah, ok. ¿Te espero aquí? Sí. Hazle un electro. Que se estaba estudiando si era portadora de una enfermedad linfoproliferativa tipo linfoma de Hodgkin. La evolución natural de la enfermedad se dio camino y no hubo la intervención médica idónea, a pesar de que sí se estudió, se le dieron la calidad desde el punto de vista de trato médico idónea, más no el acceso a todos estos fármacos de alto costo antineoplásicos que ella debería haber recibido. ¿Qué edad tenía? 22. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... Breaking news. Yeah, we're following breaking news out of Venezuela. Nicolás Maduro affirme avoir échappé a un attentat. El gobierno calificó lo sucedido como atentado terrorista. Cuando las cosas se vuelven rutina, pasan desapercibidas. Y no es extrañar que hechos como este tengan mayor importancia que la pérdida de muchos de nuestros pacientes, porque eso se ha hecho una rutina. ¿El kilo te vale en efectivo o punto transferencia de efectivo? ¿Puedo pagar con transferencia? Sí, pero sale el kilo en 15.000 y en 8.500.
sea, la salida es la calle. Soy parte del movimiento de la resistencia de Venezuela. Tenemos ya varios años en esta lucha, tratando de derrocar a este dictador. Aquí la democracia la perdimos hace mucho tiempo, que era votar democráticamente a través de un CNE que era imparcial, en fin, eso lo perdimos. Fuimos a votar, hicimos lo que hicimos, que fue votar por el señor, y tenía que uno salir, ¿verdad?, de la escuela y pasar a anotarse. Se llaman toldo rojo. Anotarse, a juro, ahí, en esa lista. Y le escaneaban de una vez, porque el señor cuando dijo que si él ganaba, él daba 10 millones para la persona que votara por él. Si uno no votaba, le quitaban todo. Yo, que voté a juro por él, me quedé sin nada. Mira, pero ni desodorante me he echado yo, porque de verdad no me da ahorita para nada de eso. Es demasiado, es demasiado. Si tú no estás aquí, tú no sientes lo que está pasando aquí. Ellos se han encargado de crear la desesperanza, una fuerza de oscuridad, de desaliento. Aquí no sirven los servicios eléctricos, se cae la luz en muchas partes del país, no hay agua potable y tal, las vialidades son un desastre. Hacer largas colas para que la gente pueda comprar los alimentos, esa es parte de la estrategia. Las personas están desesperanzadas. Ya hay muchas enfermedades que aquí se habían erradicado totalmente. Han vuelto. Hay reemergencia de nuevas enfermedades, complicaciones de la tuberculosis, enfermedades que presentaban en pacientes con compromiso inmunológico, pero actualmente ya se presentan en otro tipo de pacientes debido a la desnutrición, debido a la situación socioeconómica. A la hora de indicar un tratamiento o preguntarle al paciente si está cumpliendo el tratamiento, la respuesta en la mayoría de los casos es: doctor, no encuentro el tratamiento, doctor, es muy costoso, doctor, deme varias opciones porque, como sabe, no hay casi nada. Además de esto, muchos reingresos, muchos pacientes que llegan con complicaciones agudas debido a la falla de la terapéutica, porque no se pueden controlar las crisis o mantenerlo en un estado de remisión y control. El número de pacientes como tal o la tasa de mortalidad ha aumentado exponencialmente de una manera que es alarmante. La ayuda que podemos recibir externa te va a sorprender, pero es generalmente de los mismos pacientes. Papá o mamá murió, aquí están los medicamentos porque sé que alguien más lo necesita. Falta de medicinas, mucha gente muriendo en los hospitales, necesitamos insumos, ayuda humanitaria y esta gente no lo permite. En el hospital no hay comida, no hay agua, no hay remedio. Si tú vas con un dolor, te mueres. Ese hospital está con las uñas. Las enfermeras no están trabajando. ¿Cómo tú te vas a morir ahí en un centro médico, verdad? Y los doctores en huelga. Señor presidente, a usted lo invitamos a que viva un mes con el sueldo que ganamos. ¿Cuánto es el sueldo, por ejemplo, de un médico? Bueno, yo que soy médico, especialista 2, que tengo más de 10 años siendo especialista, gano en la última vez que me depositaron 5 millones de bolívares. Eso no me alcanza ni siquiera para comprar un kilo de carne. Actualmente ahorita, si nos guiamos por vocación, nos morimos de hambre. Entonces entramos en esa disyuntiva tan fuerte de que tenemos las ganas de ayudar,
pero también tenemos las ganas de comer. Los honorarios médicos, el salario que tenemos es muy bajo. Sé que eso no me llena a mí el estómago, sé que no me va a dar efectivo, porque mi salario es mínimo, yo no gano nada, 3 millones de bolívares. 3 millones de bolívares, me puedo comprar una Coca-Cola, puede ser que unas galletas y un ponqué. Pero ¿cómo dejo yo venir, así sea que me cuesten 3 horas y yo querer estar aquí y llego sudado, llego cansado, tan solo pensando, no tengo efectivo, porque eso es otro problema, el efectivo, ir y pensar en cómo me voy. Pero ¿cómo hago yo para trabajar si no se gana nada? O sea, todo lo que yo voy a ganar en el trabajo lo voy a dejar en puro pasaje. Puro pasaje. Ahora, eso me tiene muy triste, porque ahorita, aunque yo no trabajo, nadie trabaja en mi casa. ¿Cómo hago para sobrevivir si mi sueldo me alcanza para nada? Laboro en la parte privada, tengo mi consultorio, pero una problemática en la parte ética, porque ¿cuántos números de pacientes que veo en consulta privada no los quiero exonerar? Decirle, señora, ¿sabe qué? Váyase, no me cancele. Prefiero que tome ese dinero y lo invierte en el medicamento que va a tener. Son muchos duelos que uno tiene, el médico tiene muchos duelos. Vivo yo y mi hijo, que tiene 1 año y 4 meses. Mi hijo mayor no vive conmigo porque lo tiene el papá de él. ¿Por qué lo manda con él? Porque no tengo comida, ¿verdad? Yo quiero a mis 2 hijos y quiero que mis 2 hijos estén conmigo. ¿Cómo tú le dices a un niño, a tu hijo? ¿Cómo le digo yo a mi hijo? Cuando mi hijo me dice, mamá, tengo hambre, dame esto. Como yo, que soy madre, como yo le digo a mi hijo, no, hijo, no te puedo dar eso porque no tengo. ¿Ah? Ahora, mi papá es una persona que es alta y era gordísimo. Y yo era gordísima. No comí noche, no comí una cena. Me he parado mareada, con dolor de barriga, dolor de cabeza, dolor de estómago. Cuando uno pasa hambre y bebe pura agua, agua y agua, es como si el estómago te reduciera. Cuando comes, consigues algo para comer y comes, te da un dolor de estómago, pero horrible. Porque es que estoy toda la noche pensando en que como mañana, el otro día. ¿Qué le doy a los hijos míos? Mi papá y mi mamá. Eso uno sufre, ¿oíste? Uno sufre porque ahora a ver a tu familia, a tus hijos que te piden comida y tú no tengas. O pases la mañana sin comer. Mira, en la noche no duermo, porque esa es la preocupación mía de todos los días, cuando amanece. En la mañana me paro, claro, a las 8, 9 de la mañana, porque ¿qué voy a hacer yo pararme temprano si no tengo comida? Cuando mi hijo se para, ay, Dios mío, es una tristeza, porque no tengo nada. Voy para que la señora en la bodega le digo, madre Rosy, ¿sabes que no tiene algo? Fíame algo, que no tengo nada para darle a José David y eso. Alguna vez, cuando se toca el corazón, ella me da algo. Pero a mí me da pena, ya pedí. Porque ella pidió mucho. Pero yo no quiero que mis hijos se me mueran de hambre. De verdad. No quiero que mis hijos se me mueran de hambre. Ay, Dios mío. No se siente mal aquí. Nosotros tenemos que combatir eso nosotros mentalmente. La parte de la resistencia, siempre estamos, no,
épale, hay esperanza, todo no se ha perdido, no pierdas las esperanzas, pero el resto de toda esa población que hace falta que nos haya apoyado en las calles, que fuésemos, o sea, una masa mucho más grande, ha estado atemorizada. No es fácil desde los tanques que te disparen y sentir los plomos de las metralletas, de las armas largas de ellos. Hay temor, pero una vez que tú te involucras en la calle, tienes que dejar el miedo a un lado. Tengo muchos compañeros que cayeron en esta lucha, compañeros que las edades oscilaban entre 18 años a 30, inclusive mujeres que estaban en nuestra lucha también fallecieron. Bueno, a Tony, Manuel Sosa, Joyner Peña, Dominic, Neomar Lander, bueno. Hoy en día la población se siente que ya perdimos todo. Si pudiese irme del país, pero no todos están en la posibilidad de tener cómo comprar un pasaje para pasar cualquiera de las fronteras que tenemos acá en el país. Yo me iba a tirar una de aventura, de irme para allá sin que nadie me recibiera, sin nada. Estar ya luchando, comiéndome las verdes, y después uno se come las maduras. Tú no sabes cuánta gente está lavando posetas en Miami. ¿Tú te irías a lavar posetas en Miami? Vengan a trabajar y a disfrutar de esta tierra, que es la tierra bendita por Dios, Venezuela. Vendí mi cocina para poder irme. Y cuando la vendí, yo dije, me alegré porque dije, no, al otro día me voy. ¿Cómo me voy? Si al otro día no tenía nada que comer. Tenía que gastar la plata de ahí y no me fui. No tengo más cosas que vender. Lo único ahorita que yo tengo para mí importante son mis hijos. Y mis hijos yo no los vendo. El momento en que tomé la decisión de irme, pero el momento definitivo fue a principio de este año, porque se agravó más la crisis en general económica, social, que es cultural, que es horrible, espantosa. Me quiero ir a la República de Chile. Me voy porque sí, laboralmente, pero no lo veo como un país cálido como tal. Nada como Venezuela. O sea, me iría por mejorar mi calidad de vida, pero si me preguntas a mí dejar esto, no puedo. O sea, mi hospital yo lo amo. Ya tan solo con pensar que me quiero ir, es como dejar mi casa. Sé que muchos critican a aquel que se va, pero veo que el que está fuera, de alguna manera tiene que ayudar. Claro, ayudando a su familia, porque sí, esa es una de las razones por las que me quiero ir, es para darle una buena calidad de vida, por lo menos desde afuera a mi familia. Pero sino también en alzar la voz, en mostrarles cómo es la situación de Venezuela, qué es lo que está pasando. Gente que ha salido al extranjero nos han logrado ayudar mandándonos insumos desde allá afuera. Esa gente que ha estado afuera en el exterior nos ha ayudado a través de ellos porque el régimen se apoderó todos los medios de comunicación.
los censuraron y nos amordazaron, nos callaron. A través de las redes sociales, nuestra lucha tenía que la viera parte del mundo. ¿No les da miedo o no temen que con el éxodo masivo que existe, la resistencia más bien disminuya? Y que... Sí. El total de la resistencia de los compañeros nuestros, hoy en día quedamos el 20%, quedamos pocos en esta lucha de resistencia, y más con el terror que ellos nos han demostrado. Nosotros estamos arriesgamos nuestras vidas porque nosotros creemos en nuestra lucha. Nosotros tenemos un objetivo y es la libertad de Venezuela. Mis hijos y mi esposa tuve que mandarlos afuera porque estas luchas eran muy fuertes. Ya mi esposa estaba muy nerviosa por las persecuciones, nos perseguían, veía cómo teníamos que llevar a nuestros compañeros a enterrar y sufría mucho. Pero ellos respetaron mi posición de lucha. Mi lucha todavía está aquí, ¿ok? Me rehusé a irme. Y me daría mucha tristeza ver mi país desde afuera, que se termine de desmoronar y yo tener que estar con los brazos cruzados del otro lado de una frontera. Yo digo a mi mamá, Nagua, yo tengo una lista. Si yo me logro ir para otro país, yo tengo una lista. De esa lista he pedido, mira, los números de cuenta. Yo he pedido eso. Cuando yo me vaya, les mando plata a esa gente. Les mando aunque sea algo para que ellos se den por un día o 2 días con lo que yo les mande. Yo les mando. Yo soy generación de relevo. Tú también eres generación de relevo. Y estamos afuera. Y sé, y tengo la total convicción que vamos a volver. Jamás nunca en la historia de Venezuela había ocurrido algo como eso. Y hoy en día permanecemos gente que nos negamos a irnos del país y porque queremos que todas esas personas, todos esos 6 millones de personas que más o menos se calcula que se han ido, puedan de nuevo retornar a Venezuela. El día que caiga este gobierno, al otro día yo debo estar aquí. Porque sí, nadie se quiere ir. Todo lo que se están yendo, te aseguro que la gran mayoría se está yendo por necesidad. Y por necesidad va a volar. Y sabemos que lo vamos a lograr para todas esas personas que se han ido puedan regresar de nuevo a su país y a sus hogares. No, yo creo que ya he dicho todo. Ya he dicho todo y estoy un poquito afligido, así que no voy a seguir hablando, ¿no? Et voilà, mes amis, nous avons eu la chance d'avoir une superbe conférence, un reportage qui nous montre finalement la vie réelle et que ce chiffre présenté par Daniel, Paola, Pedro, c'est finalement réalité. Qu'ils font comme Daniel, Patricia, Pedro, voilà, ils sont partis du Venezuela et je pense qu'il y a toujours un espoir parmi tous. À court terme, l'espoir finalement, c'est vous tous, c'est votre générosité. Donc un grand merci parce que c'est grâce à ces petits gestes que chacun et tous avaient fait qu'aujourd'hui on maintient aussi l'espoir et on envoie de l'espoir à toutes ces familles.
Donc un grand merci. Et puis, voilà, on va vous tenir au courant de toutes les étapes d'envoi et les étapes de réception. Vous aurez les photos de Gabriela, la présidente de Caritas Barinas, qui va recevoir le lait. Donc encore une fois, je voudrais vraiment vous remercier au nom du Rotary et de Venezuela. On a eu une très belle conférence, très beau reportage. Voilà, je vois beaucoup de messages arriver. Bravo à Patricia et Aurélien pour ce reportage. Ce n'est pas le genre de choses qu'on peut voir dans les médias, à la télé. Et en tout cas, ça raconte très bien, je pense, la réalité du terrain. Merci. Voilà, je voulais encore une fois merci aux conférenciers. Je voudrais vous applaudir. Merci à Patricia, Aurélien, merci à Pierre-Marie pour son aide pour monter cet événement. Merci à tous et puis j'espère qu'on aura la chance de se voir bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette soirée magnifique. Patricia aussi, merci. 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 Merci à vous tous. Merci à tous. Merci. Merci, bonne soirée à tous.